moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Alors, on ne peut pas envisager faire des mathématiques sans avoir de solides connaissances sur les fonctions. Alors, cette histoire d'amour, ou un peu moins, que vous avez entamée au collège, donc va se poursuivre, et tant que vous ferez des mathématiques, vous parlerez de fonctions. Et je vous rappelle que le jour du bac, que ce soit en première ou en terminale, c'est une donnée essentielle sur laquelle vous serez interrogé. Donc on va reprendre toutes les notations. Alors, et on va s'intéresser plus en détail aux courbes représentatives et à un certain nombre de fonctions de référence qu'il va falloir connaître. Alors je rappelle qu'une fonction, c'est un peu comme une machine. Alors vous me voyez là dans ma jolie machine, très beau style que j'ai fabriqué en cuivre. J'aime bien. Alors, en entrée ici, vous avez x, et en sortie, vous avez f de x. En fait, une fonction, c'est un peu comme un procédé de transformation qui va prendre un nombre x, comme ceci, et qui va le transformer en f de x. Alors, ceci, attention, vous voyez bien le signe qui est indiqué ici, c'est une petite flèche avec une barre devant, ça signifie la fonction f qui, à x, associe le nombre f de x. Alors, il faut savoir que le nombre qu'on obtient ici porte un nom, ça s'appelle l'image de x. Le nombre qui est juste avant porte le nom de antécédent de f de x. df. Alors, qu'est-ce que c'est que df? Il faut comprendre que dans la machine, tout ne rentre pas. Il y a des choses, vous voyez, si je prends ici des éléments x beaucoup trop grands pour rentrer là-dedans, donc ils ne vont pas pouvoir rentrer dans la machine. Donc df, pensez par exemple à la fonction qui a x associe 1 sur x. Vous savez qu'il y a un problème, et le gros problème c'est 0, parce que vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc ceci, ça porte le nom d'ensemble de définition, ou domaine de définition de la fonction. Alors quelques petites remarques. X ne représente pas un réel donné, mais n'importe lequel des éléments de l'intervalle df. On va dire que x est une variable. Alors on a l'habitude d'utiliser x, on peut utiliser u, on peut utiliser t, vous verrez, même n, quand vous verrez les suites par la suite, un certain nombre de notations. On a appelé la fonction f, alors pourquoi on a choisi f? F comme fonction. Alors les notations communes, alors, attention, ne prenez jamais f', parce que vous verrez que plus tard, ça a une signification, ça signifie la dérivée de f. Ne prenez jamais de majuscule, vous verrez que plus tard aussi, ça a une signification. Ça sera ce qu'on appelle une primitive de f, donc pas touche à ce genre de choses. Donc pour vos notations pour les fonctions, vous allez utiliser f, g, h, ou même f1, f2, f3, g1, g2, etc. Par exemple, sur l'intervalle moins de 2, je vais considérer la fonction qui a x associe 3x moins 1. Donc vous voyez que pour calculer l'image de moins 2, il suffit juste de faire f de moins 2 et vous remplacez x par moins 2. Alors je vous invite à toujours mettre des parenthèses pour éviter les grosses fautes et on obtient moins 7. On en déduit donc bien que l'image de moins 2 c'est moins 7. Quelques petites remarques. Donc si un nombre n'a pas d'image, c'est tout simplement qu'il n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction. Donc alors dans la pratique, souvent on va vous donner une fonction sans forcément préciser l'ensemble de définition. Donc ça sera à vous de le donner. Donc, ça sera probablement indiqué dans l'énoncé, mais pas forcément, à vous d'être prudent avec ceci. Donc, voilà, dans ce cas, vous n'oubliez pas de chercher donc cet ensemble de définitions en vous rappelant tout simplement que l'ensemble de définitions, c'est tous les x pour lesquels f de x est calculable, pour lequel on arrive à faire quelque chose. Vous voyez que par exemple, si vous prenez la fonction carré, qui a x associe x carré, il n'y a aucun problème. Donc l'ensemble de définitions, ça sera r. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure la fonction inverse, là il y a un problème, parce que diviser par 0 n'est pas possible. Nous allons maintenant parler de la représentation graphique d'une fonction. Alors l'erreur commune est de mélanger une fonction et sa représentation graphique. Généralement, quand on vous donne une fonction, on la donne toujours par une formule comme ceci. Donc une formule, évidemment, c'est des données calculatoires, algébriques. Alors que ici, ce n'est absolument pas le cas pour la représentation graphique. La représentation graphique, c'est de la géométrie, c'est un dessin, donc il va pas falloir faire ce mélange. Alors, on peut l'interpréter un peu comme une espèce d'ombre. Vous voyez bien que quand je me tortille la moustache ici, mon ombre va montrer la même chose. Donc, la représentation graphique d'une fonction va permettre de mettre en évidence un certain nombre de caractéristiques de la fonction. Plus tard, nous allons étudier la notion de croissance, de décroissance, de maximum, de minimum. Alors, croissance, ça veut tout simplement dire que la courbe, elle va monter, décroissante qu'elle va descendre, ou encore la notion de maximum local, minimum local, dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc, quel est l'intérêt de la courbe représentative d'une fonction? C'est que ça va nous permettre de mettre en évidence, de manière géométrique, toutes les propriétés de
la fonction. Alors, comment on obtient cette courbe? Alors, pour obtenir cette courbe, je vais vous représenter ici un point M qui a pour coordonnée x, f de x, c'est-à-dire que si j'ai x en abscisse, j'ai f de x en ordonnée, et je vais vous en représenter un certain nombre de ces points, comme vous pouvez le voir ici. Et vous constatez que tous les points finissent par tous se retrouver sur une espèce de même courbe. Et bien, cette courbe porte tout simplement le nom de courbe représentative de la fonction f. Et vous pouvez constater qu'il n'y a absolument pas d'autres points en dehors de cet ensemble représenté par ces petits points rouges. Voilà. Alors, nous allons maintenant formaliser un petit peu tout ceci dans le cours et voir le vocabulaire important. Alors, je me place dans un repère OIJ, donc j'ai choisi la notation avec les vecteurs ici, dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc, on appelle représentation graphique ou encore courbe représentative d'une fonction f, l'ensemble des points, tel que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de coordonnées x, f de x, où x décrit tout simplement l'ensemble de définitions. Alors là, je vous ai fait une représentation, comme vous pouvez le voir. Donc, on note le plus souvent C et on met en indice f la courbe représentative de f. Alors C comme courbe, f comme fonction. On dit que la courbe CF a pour équation cartésienne y égale f de x. Alors le cartésien fait référence à Descartes. F de A, c'est l'unique, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, image de A. Donc généralement, il suffit juste de placer A sur l'axe des abscisses. On obtient f de A sur l'axe des ordonnées. Alors attention, maintenant pour la notion d'antécédent, si vous imaginez B ici, vous pouvez constater qu'il y a 1, 2, 3 points d'intersection ici. Donc ce qui signifie qu'il y a 1, 2, 3 antécédents. Donc l'antécédent n'est absolument pas unique, on peut en avoir une infinité, voire en avoir aucun. Alors, on a déjà insisté sur le fait que pour tout x de df, f de x est unique, donc vous en déduisez une interprétation facile géométrique de la courbe représentative d'une fonction, vous ne pouvez tout simplement pas avoir plusieurs points d'intersection avec une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, et je vous ai déjà parlé des antécédents, on retrouve ceci ici. On va s'intéresser maintenant à un certain nombre de fonctions de référence. Alors si on les appelle comme telles, c'est qu'on va s'y référer tout le temps, donc il est essentiel de les connaître sur le bout des doigts. Alors tout d'abord les fonctions affines. Donc on dira qu'une fonction est affine, c'est la numération écriture de la forme suivante, c'est-à-dire qu'un réel x donné, on fait correspondre à x plus b, où a et b sont des réels fixés. Alors il n'y a aucune difficulté calculatoire, donc une telle fonction sera toujours définie sur R. On peut par exemple considérer la fonction qui a x associe 5x moins 2. Alors il existe après un certain nombre de cas particuliers. Si b est égal à 0, comme ceci, on parlera d'une fonction linéaire. Si a est égal à 0, on parlera d'une fonction constante. Alors il faut savoir que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Réciproquement, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées, et j'insiste, est la représentation graphique d'une fonction affine. Alors pourquoi je dis non parallèle à l'axe des ordonnées? Imaginez une droite comme ceci, parallèle à l'axe des ordonnées, par exemple celle qui passe par ce point-là de coordonnées 1, 0. Ça voudrait dire que 1 est une infinité d'images, ce qui n'est absolument pas possible. Quelques cas particuliers, si b est égal à 0, la représentation graphique de f sera toujours une droite passant par l'origine du repère, donc les fonctions linéaires sont toujours représentées par des droites qui passent par l'origine du repère, et les fonctions constantes, c'est-à-dire si a égale 0, seront toujours représentées par des droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses. Alors quelques exemples ici. Donc on va réétudier plus tard la notion de coefficient directeur d'une droite, mais quand vous avez le nombre devant x qui est positif, la droite va monter de la gauche vers la droite. Quand il sera négatif comme ceci, elle va descendre de la gauche vers la droite. Alors, comment repérer ici les droites? Vous pouvez par exemple déterminer l'image de 0. Si vous calculez f de 0 ici, vous obtenez 4. Donc évidemment, celle-ci n'est pas constante, donc ça représentera la droite ici qui est en bleu, la droite D1. Ici, f de 0 c'est 0, donc dans le lot, ça sera la droite D2 qui est ici, ce qui colle bien. Vous voyez que les deux montent bien de la gauche vers la droite, et vous voyez qu'elles ont la même pente au coefficient directeur. Ici, f de 0 donne moins 5, donc on obtiendra la droite suivante, et vous voyez qu'effectivement, moins 2, donc on a bien une droite qui descend de la gauche vers la droite. Et la dernière des droites, ici, ça sera pour la fonction suivante, c'est-à-dire la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Nous allons maintenant étudier la fonction carré qui porte magnifiquement son nom. Donc la fonction carré, comme son nom l'indique, c'est la fonction qui a un réel x donné fait correspondre son carré, tout simplement. Donc elle est bien sûr définie sur R, car vous savez qu'aucun nombre ne pose problème pour être élevé au carré. Nous allons en faire maintenant la représentation graphique dans un repère, donc si possible
orthonormé, donc on peut le prendre aussi orthogonal, ça sera satisfaisant. Donc vous prenez un certain nombre de réels x ici, vous cherchez leurs images, c'est-à-dire vous prenez les carrés de ces nombres, vous obtenez ce magnifique nuage de points ici, et ça vous donne déjà une allure de la fonction, de la représentation graphique de la fonction carrée. Alors, il faut savoir que c'est pas la méthode la plus satisfaisante pour représenter une fonction, mais c'est déjà pas mal, ça nous permet d'avoir une bonne idée. La courbe obtenue porte un nom, elle s'appelle une parabole, et le point haut que vous avez ici s'appelle le sommet de la parabole. Alors attention, il faut absolument connaître ce nom, vous retrouverez ça en première. Alors vous voyez que ici, il y a une particularité importante, vous avez un axe de symétrie. Donc, nous allons le démontrer tout simplement. Si vous prenez un réel x quelconque, vous prenez son carré, donc moins x au carré, ça va donner x au carré. Donc vous voyez que les points de coordonnées x, x carré et moins x carré sont bien symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Effectivement, ici, vous voyez ce point-là. Donc là, vous avez 1 au carré. Là, vous avez moins 1 au carré. Vous voyez qu'ils sont bien symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Remarque, vous voyez aussi que vous savez tous qu'un carré est toujours positif. Donc la parabole est donc toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. Nous allons maintenant nous intéresser à la fonction inverse. Donc elle aussi, elle porte magnifiquement bien son nom. Et comme je l'ai déjà mentionné précédemment, il y a évidemment un problème. Le problème, c'est que ce n'est pas défini en zéro. Donc on dira que la fonction inverse est définie sur la réunion de ces deux intervalles, ou encore qu'on note aussi R étoile. Alors pour la représenter de la même façon, vous pouvez prendre un certain nombre de nombres ici, chercher leurs inverses, puis vous obtenez ce nuage de points. Alors la particularité de cette fonction, c'est qu'elle est représentée ici par deux branches distinctes, vous voyez. Étant donné que ce n'est pas défini en zéro, il ne peut pas y avoir un point là, qui ferait référence, qui aurait pour abscisse 0. Donc vous avez une première branche ici, une deuxième branche ici. Et ceci, ça porte un nom, ça s'appelle une hyperbole. Donc là aussi, vous repérez qu'il y a une particularité géométrique. Vous avez ce qu'on appelle un centre de symétrie. En effet, si vous prenez un réel x, et si vous vous intéressez à son opposé moins x, 1 sur moins x, ça va donner moins 1 sur x. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Regardez par exemple ici 2, ici moins 2, donc là vous avez 1 demi, là vous avez moins 1 demi. Et donc on en déduit donc que les points de coordonnées x1 sur x et de coordonnées moins x, 1 sur moins x sont bien symétriques par rapport à O. Donc quelques remarques, la fonction inverse n'est pas définie en 0, ça je l'ai déjà dit, donc ce qui explique bien les deux branches distinctes. Et les nombres x et 1 sur x sont toujours de même signe, ce qui explique que l'hyperbole est située au-dessus de l'axe des abscisses sur 0 plus l'infini, ici, et en dessous sur moins l'infini, 0. Alors on peut maintenant parler de la fonction valeur absolue. Alors on a déjà un petit peu parlé de la valeur absolue dans le premier chapitre de l'année. Donc la fonction valeur absolue, c'est la fonction qui a un réel donné, va associer donc x si x est supérieur ou égal à 0, son opposé si x est négatif. Alors attention, je rappelle que le moins ne signifie pas négatif, ça veut dire opposé. Donc dans un repère orthogonal, la courbe représentant la fonction valeur absolue est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors pourquoi elle est représentée par cette espèce de V? Parce que dans les positifs, donc on aura la fonction linéaire définie par ceci, dans les négatifs par ceci. Donc voilà pourquoi vous avez une demi-droite ici, une demi-droite ici. Donc pour la preuve qu'on a une symétrie, ben tout simplement ça vient du fait que valeur absolue de moins x est égale à valeur absolue de x. Donc ce qui signifie que ce point qui est ici et ce point qui est ici sont bien symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, quelques remarques essentielles. Donc pour tout x, ben, vous aurez toujours valeur absolue de x qui est supérieure ou égale à 0. Donc la courbe sera toujours située entièrement au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la courbe est la réunion des deux demi-droites d'équation y égale moins x sur moins l'infini 0 et y égale x sur 0 plus les fonctions que nous allons étudier maintenant, c'est-à-dire la fonction cube et la fonction racine carrée, ne sont plus explicitement dans le programme de seconde, mais c'est des fonctions qui étaient précédemment et qui sont essentielles, que vous allez de toute façon retrouver en première, et que je vais donc mentionner dès maintenant. Donc la fonction cube, c'est évidemment la fonction qui a x associe son cube. Donc en faisant un petit nuage de points, on obtient cette jolie représentation qui est ici. Alors elle ne porte pas de nom particulier. Donc vous voyez ici qu'il y a un centre de symétrie qu'on pourrait démontrer de la même façon que nous l'avons fait précédemment avec la fonction inverse. Donc ça vient du fait tout simplement que moins x le tout au cube, c'est la même chose que moins, plus loin, x au cube. Vous savez aussi que les nombres x et x cube sont de même signe, hein.
C'est pas étonnant, je vous rappelle que x cube c'est x fois x carré, et x carré est positif. Donc ce qui explique que la courbe représentant la fonction cube est située en dessous de l'axe des abscisses quand on est dans les négatifs, au-dessus quand on est dans les positifs. Nous allons maintenant parler de la fonction racine carrée, donc elle porte bien son nom comme d'habitude. Donc attention, celle-ci elle est définie sur R+. Alors n'oubliez pas que racine carrée de 0 existe, il n'y a pas de problème. Donc on peut faire un petit nuage de points, nous obtenons cette représentation. Donc pour rappel, ici, donc vous voyez qu'elle passe bien par le point de coordonnées 1, 1. Donc c'est important de le connaître. Donc vous verrez plus tard en première qu'ici on a ce qu'on appelle une tangente verticale. On a l'impression vraiment qu'on monte verticalement. Donc c'est bien de le connaître quand vous essayez de représenter cette fonction. Alors il faut savoir que ça ne marche que pour des nombres positifs et que le résultat est positif. Donc voilà pourquoi la courbe est uniquement dans ce cadran qui est ici. On peut s'intéresser maintenant à la position relative de ces trois courbes, c'est-à-dire des fonctions qui à x représente x, x carré et x cube. Donc je vous ai représenté ici f1, donc une représentation de f1, ici une représentation donc, de f2, c'est-à-dire de la fonction carrée, ici de f3, de la fonction cube. Alors vous voyez que quand nous sommes situés entre 0 et 1, les positions sont contraires à celles que nous avons quand nous sommes situés sur des nombres plus grands que 1. Alors la preuve n'est pas très compliquée, donc on peut le faire de la façon suivante. Donc prenez un nombre x positif et on va considérer les trois points qui sont ici. M1 de coordonnées xx, M2 de coordonnées xx carré et M3 de coordonnées x cube. Vous voyez, M1 de coordonnées, si vous avez x ici, là vous avez x. Pour M2, x et x carré, M3, x et x cube. Et on va tout simplement regarder comment se situent ces trois points les uns par rapport aux autres. Alors sur 0, 1, vous savez que x est toujours compris entre 0 et 1. Donc si on multiplie tout par x, ceci, ceci et ceci, donc 0 fois x ça va faire x fois x, x carré, 1 fois x ça va faire x. Tiens, vous voyez que le carré est plus petit que x. Donc c'est curieux, mais c'est comme ceci que ça fonctionne entre 0 et 1. Donc maintenant, si je multiplie à nouveau par le réel x qui est positif, on va obtenir le même type de résultat. X carré fois x ça va faire x cube, x fois x ça va faire x carré. Et donc on en déduit la chose suivante, on en déduit que x carré est plus petit que x carré, qui est plus petit que x. C'est-à-dire que l'ordonnée de M3 est plus petite que l'ordonnée de M2, qui est plus petite de l'ordonnée de M1. Donc je vous laisse maintenant regarder entre 1 et plus l'infini, c'est exactement la même chose. Cette fois vous prendrez x supérieur ou égal à 1, et quand vous multipliez par x, vous allez obtenir x carré supérieur ou égal à x. On en déduit la suite, je vous laisse le regarder tranquillement, il n'y a pas de grande difficulté. Pour terminer ce chapitre un peu long, nous allons nous intéresser aux résolutions graphiques d'équations et d'inéquations. Alors attention, il faut comprendre que les résolutions graphiques ne permettent que de faire des conjectures, ne permettent absolument pas d'avoir des valeurs exactes. Mais ça vous permettra notamment de vérifier des solutions que vous auriez obtenues par le calcul, ou parfois des valeurs approchées quand les résolutions sont trop difficiles, voire même d'exclure des solutions quand vous voyez que ça ne colle pas du tout. Alors pour ceci, j'ai pris une fonction là, dont la représentation est volontairement un petit peu chaotique, définie sur l'intervalle -3, 7. Je cherche à résoudre l'équation f de x égale 1. Donc on va tout simplement se contenter de tracer la droite d'équation y égale 1 et chercher les intersections. Vous obtenez deux points B et C, il suffira juste de lire les abscisses des points d'intersection. Dans notre situation ici, on obtient -2 et 3, et donc il faudra présenter ceci avec des accolades. Maintenant, si on s'intéresse à une inéquation par exemple de x strictement plus petit que 1. Donc je vais tout simplement chercher quand la courbe ici en rouge est située sous la courbe en verte. Donc vous avez cet espace, cette partie qui est ici, et cette partie qui est ici. Alors nous sommes sur l'intervalle -3, 7. Alors -3 et 7 seront donc dans les solutions, ici. Donc de -3 jusqu'à -2, on exclut -2 parce que c'est une équation au sens strict. De la même façon, on exclut 3 parce que c'est une équation au sens strict. Donc, comme ensemble de solutions, nous obtenons donc la réunion de ces deux intervalles. Ensuite, si vous vous intéressez à une résolution d'équation du type f de x égale g de x, le procédé sera exactement le même. Donc, vous avez ici une courbe représentant une fonction donnée, donc la fonction f, ici la fonction g. Il suffira juste de déterminer les intersections et les abscisses des points d'intersection. On obtient ici ces deux solutions, toujours représentées avec des accolades. Si maintenant je cherche à résoudre l'inéquation f de x strictement supérieure à g de x, donc f de x est la courbe en rouge, donc je vais voir ici que la courbe rouge est située au-dessus de la courbe verte dans cet intervalle qui est ici, donc entre -3 et
moins 2, donc j'exclus moins 2 parce que c'est au sens strict, et vous avez aussi sur cette partie-là. Donc entre 3 et 7, j'exclus 3 car c'est au sens strict, et voilà ce que nous obtiendrons comme solution. Voilà, ce cours est un petit peu long, il va être nécessaire de le relire un certain nombre de fois, de le revenir, de le comprendre, de l'apprendre. Vous savez ce qu'il en est. C'est une vidéo, donc c'est facile de revoir ceci autant de fois que vous voulez. Allez, bon courage à tous!